nous faire de la belle musique comme ça. Ça devrait, je m'étais sauvé puis je suis revenu. Donc, super, on est bien content de t'avoir ici. On va changer, nous, de registre complètement parce qu'on va écouter du Shostakovich. On part de la musique électronique, on s'en va en Russie dans les années 40 et ça va introduire notre prochain invité qui est Louis Hamelin. On va parler de son nouvel opus, La Constellation du Lynx. Vous écoutez sur Chiz 94.3 et sur Vox. Tout le monde s'en fout. On entend un extrait d'une musique dont vraiment tout le monde se fout ces jours-ci. On attend que Robert Lapage, d'ailleurs, ça s'attaque aux symphonies de Shostakovich. On va en parler partout. C'était la 7e, très bel extrait d'une belle intégrale avec Bernard Haitink. Et ça nous mène aux forêts québécoises et à l'histoire du Québec avec notre invité avec qui je termine l'émission aujourd'hui, qui est Louis Hamelin. Louis Hamelin qui est auteur bien connu, chroniqueur aussi, moins connu. On aimerait qu'il le soit plus aussi comme chroniqueur et qui signe une brique assez fascinante ces jours-ci qui vient de paraître, La Constellation du Lynx. Bonsoir, Louis Hamelin. Salut. Louis Hamelin, on a parlé énormément de votre livre et d'ailleurs, là, j'ai presque l'impression que vous n'êtes pas un bon invité pour Tout le monde s'en fout, mais j'aimerais qu'on parle d'autres choses parce qu'on vous a beaucoup parlé de questions sur la crise d'octobre. Évidemment, tout le monde parle de la crise d'octobre ces jours-ci. Et je vais vous expliquer un peu le cheminement qui mène de Shostakovich à vous. Hier, je terminais de lire votre livre avec une symphonie de Shostakovich, la 7e, le mouvement qu'on vient d'entendre, et je suis allé voir dans mes encyclopédies de musique et j'ai appris que Shostakovich avait appelé ce mouvement-là, avait intitulé ce mouvement-là de la 7e « Les grands espaces de ma patrie ». Et là, j'ai fait... me semble que c'est ça dont Louis Hamelin parle beaucoup, l'espace. Et je suis allé voir un géographe qui s'appelle Luc Bureau, qui a écrit Terra Erotica, et il écrit ceci dans son livre, il dit « À quoi cela peut-il servir de connaître les sentiments et les sensations qu'éprouvent les hommes à l'égard de leur support terrestre, d'être instruits des motifs de leur sollicitude ou de leur indifférence envers l'environnement? » Est-ce que ça décrit en partie l'objet de votre littérature, Louis Hamelin? Cette Absolument. phrase-là? Ma littérature et ma vie aussi. Moi, je viens de vivre ce que j'appellerais ça mon été des roses. Je suis allé sur la Côte-Nord, je suis allé en Gaspésie, en Estrie. Il me semble que partout, j'ai vu des roses sauvages. Sur la Côte-Nord, il y a des massifs de roses sauvages. Et moi, à chaque fois, je me plante le nez dans une rose. C'est comme le capitaine Haddock là, qui se fait mordre par une guêpe. Là. Et ce lien-là, je me suis rendu compte à un moment donné dans ma vie que j'avais un odorat, en fait. Et le lien au territoire, il passe beaucoup par ça. Le lien à la forêt, quand tu te promènes en forêt le matin, tôt, les odeurs qui... et donc, ça se reflète forcément dans ma littérature. Moi, je suis un amoureux des territoires du Québec. La Côte-Nord, la Gaspésie, la Naudière, l'Estrie. Je suis un amoureux. Même Montréal fait partie de mon territoire. Vous aimez même Montréal. Et sans doute Québec un peu aussi, Quel évidemment. original. Ouais. Non, mais je passe parfois par là. Tu sais, c'est comme un nœud routier, c'est incontournable. Ouais. Mais je suis vraiment, oui, un amoureux des espaces québécois. Ouais. Parce que dans ce livre-là, on vous a beaucoup parlé. Bon, on en parle, tout le monde en parle, et même tout le monde en parlait. Je ne sais pas si vous avez vu le fameux reportage de Guy Gendron à Radio-Canada. Oui, j'ai vu ça, ben oui. Est-ce qu'il vous a scoopé? Non, ben moi, il y a des choses là-dedans que je savais déjà. Par contre, j'étais super content de voir que Radio-Canada a révélé, entre autres, le rôle un peu, disons, douteux, ambivalent de la police antiterroriste à l'époque, c'est-à-dire on connaît des gars, on les arrête pas encore, on leur donne du on leur fil. donne du lousse, ouais, c'est ça. Et non, que ça sorte à Radio-Canada, honnêtement, j'ai vécu un grand moment de télé le jeudi quand, à un moment donné, le journaliste va voir, entre autres, Marc Lalonde à Ottawa, n'est-ce pas, le Sphinx, Marc Lalonde. Le grand ami de Pierre Trudeau. Oui, c'est ça. Et lui dit que, bon, l'ancien chef de la police antiterroriste vient de reconnaître qu'on connaissait tous les kidnappeurs avant et on les a pas arrêtés.
Et là, Marc Lalonde, il y a une réplique extraordinaire. Il dit voyons, c'était possible, ça veut dire que la police se comporterait comme des bandits, finalement. Oui, j'ai entendu celle-là. J'ai trouvé ça merveilleux. Et j'ai vécu un grand moment parce que je me suis dit, non, moi, au contraire, Scoopé, je trouve qu'évidemment, l'entrevue que j'ai accordée à l'actualité sur ce sujet-là, ça c'est sorti avec un bon timing, puis ça c'est sorti le vendredi au milieu des reportages. Mais je suis content que ça sorte, puis moi, au départ... pas de la manière dont vous l'avez écrit, parce qu'il y a quand même dans votre livre, mais vous avez passé beaucoup de temps, ça fait 8 ans que vous travaillez sur ce livre-là, vous avez fait vos propres recherches, mais en même temps, bon, votre travail de romancier fait en sorte que vous sortez de l'histoire, vous changez les noms, la manière dont... J'ai un peu l'impression que vous avez le même objet, vous avez le même but que Guy Gendron, c'est-à-dire c'est un peu changer le récit qu'on a de cette histoire-là qu'on pensait, disons, finie, classée. Est-ce que c'est un peu le but derrière votre travail de romancier là-dedans? Ben oui, c'était de me servir du roman pour ébranler, questionner l'histoire officielle, ébranler la version officielle, parce que j'ai toujours pensé que c'était pas c'était pas toute la vérité qui nous était parvenue. Mais moi, c'est ça, au départ, c'est une espèce de pari que je me suis donné. De trouver la vérité par la fiction. C'est un peu ça l'idée que j'avais. Et j'ai l'impression que là, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore signataire d'un roman, mais peut-être que dans les années qui vont venir, on va se rendre compte que c'est plus près de la réalité qu'on pense finalement. Ça veut dire que votre prochain roman, c'est sur la commission Bastarache, c'est ça? Très bon sujet. Hey, merci beaucoup. Je vous exige absolument rien. Juste une entrevue en primeur pour le prochain. Mais revenons au territoire, Louis Hamelin, parce que vous en avez parlé énormément. C'est pas que je voudrais pas qu'on parle de ça. C'est un peu, on va être à côté de l'objet de votre roman. Mais cela dit, dans votre roman, vous en parlez encore une fois beaucoup. Et quand on lit vos chroniques dans Le Devoir, vous en parlez et vous passez souvent la moitié de votre chronique à décrire la route ou la désolation des centres-villes, des petites villes de province, finalement pour parler de Arto Pasilina ou pour parler de Kankese, pour en venir à votre objet. Pourquoi ce territoire-là est si problématique chez vous, ce territoire québécois-là? Ce qui est problématique, c'est le saccage de la beauté. C'est qu'on n'a pas, on dirait qu'on n'a pas de respect dans la constellation du Lynx. Il y a beaucoup question du boulevard Taschereau. Beaucoup, en fait, non, mais on passe dans le boulevard. Vous avez fait allusion et avec quand même assez de sévérité. Ces espèces de banlieues artificielles qui sont une invention de l'Amérique du Nord, je pense, ou agressivement commerciales et artificielles. Ça me fascine tout le temps. Moi, je roule sur le boulevard Saint-Martin à Laval, puis je suis comme une espèce de touriste sur la planète Mars. Je veux dire, j'en reviens pas. Au départ, je suis un partisan de la protection du territoire et ce qui me stimule, c'est les endroits qui n'ont pas trop changé depuis 1000 ou 2000 ans. Je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse, ces choses-là. Qui n'ont pas changé ou qui ont changé, je dirais, de manière peut-être plus rationnelle qu'ici au Québec. Une de vos récentes chroniques dans Le Devoir, d'ailleurs, sur Arto Pasilina, grand écrivain finlandais, vous racontiez, vous parliez de la campagne, vous parliez de la forêt finlandaise et vous disiez, mon Dieu, qu'ils ont mieux compris la manière de l'habiter que nous. Il y a quand même toujours cette espèce de tristesse par rapport au sort qu'on fait subir à notre territoire, non? Moi, ça, c'est le côté sombre de l'américanité québécoise, c'est-à-dire notre massacre du territoire. On le voit encore, avec les gaz de schiste, on le voit sans cesse. La Finlande m'a fait un grand effet, je l'avoue, parce que c'est des gens aussi qui non seulement respectent une certaine intégrité du territoire, mais qui aiment le silence aussi. Et ça, quand on parle de pollution au Québec, il faut absolument parler du bruit en ce moment, parce que j'ai l'impression que de plus en plus, la denrée la plus rare maintenant, c'est devenu la tranquillité. De plus en plus. C'est une chose que j'ai l'impression que dans 40 ans, on va vendre de la tranquillité. Ça va devenir une denrée commerciale de vendre des morceaux de tranquillité parce qu'on est rendu dans un monde où les gens ne font plus attention du tout à la quantité de bruit qu'ils font, en fait. Votre relation au sacré passe beaucoup par là, dans votre littérature, ça paraît. Hein? Très vrai. Mais la nature, c'est ma religion, en fait. Pour moi, les grandes forces de l'univers s'expriment dans la nature et c'est là que je me sens vraiment en phase avec le monde. Donc, je pense que ça me tient lieu de religion, en fait. Les beautés de la nature, les beautés sensuelles de la nature,
c'est ce qui tient lieu de religion à quelqu'un qui ne croit pas à l'au-delà ou à la vie après la mort. Et ça fait de vous un grand romancier américain. Parmi les gens que vous admirez, il y a Ken Kesey dont on a parlé, Cormac McCarthy aussi, dont on sent toujours la nature. Hein, même si les sujets sont toujours sombres, on dirait qu'il parle autant des Appalaches que des gens. Est-ce que vous vous sentez proche de ces écrivains-là? Ça fait 15 ans que je n'ai pas rencontré un Québécois qui me parle de Ken Kesey. Je suis vraiment très ému, là. Il y a juste des vieux hippies qui Pourtant, parlent on a vu un film fait à partir d'un de ses romans célèbres. Oui, c'est ça, mais... Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, mais depuis ce temps-là, il est relativement oublié. Il faut dire qu'il a très peu publié aussi. Mais pour moi, c'est un grand héros de la culture américaine. Pour moi, j'ai toujours aimé ce bonhomme-là, justement son rapport au territoire, son rapport à la terre. C'est quelqu'un qui... a fait de l'acide, a fait de l'écriture et à un moment donné... Il y a beaucoup à part de ça, oui. Et à un moment donné, il est allé élever des bœufs sur une terre en Oregon, élever une famille aussi. Il s'est mis à conduire un tracteur et puis il est toujours resté un écrivain au travers de ça. En tout cas, on sent qu'avec votre travail d'écrivain, Louis Hamelin, vous placez très bien dans une bibliothèque à côté de ces gens-là. Et bon, on a parlé de manière détournée de votre dernier roman. Jetez-y un œil, c'est vraiment fascinant, une fresque du Québec des années 70, mais aussi des années 2000, parce que bon, il y a beaucoup d'histoires qui s'entrecroisent là-dedans. Ça s'appelle La Constellation du Lynx, un écrivain, je dirais américain, mais je ne veux pas un Elvis Gratton de moi, là, mais un écrivain québécois, américain, francophone. On mettait tout ça là-dedans. C'est du Louis Hamelin. Merci beaucoup. J'aurais aimé ça qu'on continue, mais bref, ça sera pour une autre fois. Pour votre roman sur la commission Bastarache. Ah, ben oui. Bastarache Story. Ah oui, OK. Merci Louis Hamelin, merci beaucoup. C'est déjà tout pour Tout le monde s'en fout cette semaine. Vous allez voir notre page Facebook ou bien sur mon Twitter, donc Twitter/Mathieu Dugal pour des nouvelles sur l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Changeront rien, et tes qui